Donc bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le pôle Avenia et consacré aux aides nationales à l'innovation, avec un focus particulier sur le plan de relance. Alors l'idée ce matin n'est pas d'être exhaustif et de vous montrer tout ce qui existe, mais simplement de vous donner quelques clés puis de vous aider à vous poser les bonnes questions sur vos projets d'innovation. Nous aurons 3 interventions. D'abord une présentation de la BPI, acteur majeur, incontournable pour tout ce qui touche à l'innovation et à son financement. Puis une présentation de l'initiative Territoire d'industrie, lancée par le gouvernement en 2018, ce qui nous permettra d'avoir une vision un peu plus territoriale du sujet. Et enfin, un témoignage d'une entreprise, Spotlight, qui nous parlera de son expérience en matière de montage de dossiers de financement. Voilà pour le programme. Je rappelle quelques règles pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Seuls les intervenants ont accès à leur micro et à leur caméra, mais vous avez un chat en bas à droite. Je vois qu'il y a déjà des messages, donc vous pouvez poser vos questions sur ce chat et nous les relayerons lors de la session de questions-réponses à la fin du webinaire. Juste une précision, Audrey de Territoire d'Industrie devra nous quitter à 11h, donc on essaiera au maximum de lui relayer les questions qui lui seront adressées avant 11h. Voilà, encore un grand merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Je vais tout de suite donner la parole au premier intervenant, donc BPI, Grégory Tonis. Grégory est chargé d'innovation BPI sur les départements Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Il accompagne start-up, PME et ETI dans de nombreux dossiers d'aide à l'innovation. C'est le référent du pôle Avenia aussi à la BPI. Donc sachez que via le pôle, vous avez cette entrée directe à la banque publique. Grégory, c'est à toi, je te passe la main. Est-ce que, Grégory, je te vois? Tu peux activer caméra et micro. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Thibaut. Alors excusez-moi, c'est la mauvaise presse qui est chargée. Je ne sais pas si tu m'entends, Blanche. Et c'est l'autre présentation qu'il faut charger, alors je vais essayer de la mettre moi aussi. Excusez-moi pour ce petit décalage. Il y en a toujours dans un webinaire, donc je commence fort. Je dois avoir aussi ta dernière presse, moi. Donc le plus rapide. Blanche, tu nous entends? Alors s'il faut, je partage mon écran, Thibaut. Ouais, si tu peux. Alors, on va essayer comme ça. Ça. Et ça. C'est ok. bon. Tout le monde voit bien? Oui. Moi, je le vois bien et je surveille le chat. Vas-y, Greg. Ça marche, merci. Donc bonjour tout le monde, ravi de pouvoir vous donner quelques infos. J'espère qu'elles vous seront utiles. Je vais vous présenter BPI France, le métier de l'innovation. Alors j'imagine que tous et toutes dans vos régions respectives, vous êtes déjà en lien plus ou moins avec BPI France, peut-être même avec un ou une chargée d'affaires innovation, donc un de mes homologues. L'idée, voilà, c'est pas de vous donner une présentation exhaustive du métier de l'innovation, simplement de vous donner la philosophie BPI et quelques zooms sur des dispositifs clés récurrents
en fonction nominale, hein, je parle hors crise, et ensuite de faire une petite transition sur le plan de relance. Idem, étant donné qu'on est reconfiné et que vous avez pu le voir depuis le début de l'année, le gouvernement a tendance à souvent prendre des décisions hâtives. Donc nous, on est entre le marteau et l'enclume, ce qui fait que on n'est pas toujours très exhaustif avec vous, chef d'entreprise. Voilà, l'idée de cette présentation, c'est vraiment, comme l'a dit Thibaut, de vous donner des clés, des liens d'accès à des plateformes et une philosophie sur comment déposer un dossier. Donc là, je vais essayer d'être court dans ma présentation. Je ferai un petit zoom sur les dispositifs, comme je vous l'ai dit, et aussi un petit aparté sur la garantie et l'assurance prospection qui, au sein de BPI France, ne font pas partie du métier innovation, mais que vous pouvez solliciter en même temps, parce que souvent, dans une étape d'innovation d'une entreprise, il y a souvent le sujet international ou le sujet de la garantie de prêt qui tourne autour. Qui sommes-nous? Donc BPI France, voilà, que tout le monde connaît plus ou moins, c'est la fusion sous le gouvernement Hollande du Fonds stratégique d'investissement de Oseo, auparavant Lanvar, donc de plusieurs EPIC qui sont devenus BPI France et qui regroupent les métiers de l'innovation, du financement et de la garantie, de l'export avec la COFAS aujourd'hui qui fait partie des services BPI France et des fonds propres. Donc là, je parle de BPI France Investissement, non plus de BPI France Financement. Et tout cet écosystème voilà, est représenté par 49 implantations régionales. Et il faut savoir que 90% des décisions BPI France, là je parle des métiers classiques, sont prises en région. Et donc dans chaque région, comme vous pouvez le voir, vous avez un ou une interlocutrice dédiée. Pour la petite histoire, voilà, BPI France, c'est détenu à 90% par l'État, donc une partie Caisse des dépôts, une partie État et une autre partie des actionnaires bancaires pour être présent sur la place bancaire. Donc on est un établissement parapublic, puisqu'on est détenu et par du public et par du privé. Voilà, je rentre directement dans le détail. Donc, l'innovation à BPI France, elle découle de ce qui a été mis en place par l'Europe et par des experts européens. Donc, une matrice que vous connaissez peut-être ou sûrement, certains d'entre vous. Donc, l'innovation a été découpée en 6 formes d'innovation génériques et avec deux niveaux d'intensité. Donc, c'est sur ces critères-là que les chargés d'affaires innovation, que BPI France Innovation, au quotidien, quand on instruit vos dossiers, ce sont sur ces critères-là qu'on se base et qu'on questionne ou qu'on challenge si besoin. Et donc pour ce faire, voilà, on répond à 2 grandes questions. Qu'est-ce que le projet apporte aux clients, aux utilisateurs, et en quoi il se différencie de votre concurrence. Donc la question sous-entendue, en fait, c'est il ne faut pas simplement faire de la recherche pour faire de la recherche, il faut qu'il y ait un marché derrière. C'est les questions qu'on pose et c'est les questions où on est très challenger dans notre façon de procéder. Le continuum du financement, donc il y a beaucoup de produits, peut-être que vous en connaissez une partie, il y a beaucoup de produits à BPI France, ça va de la subvention jusqu'au prêt sans garantie parce qu'il n'y a pas de garantie prise ni sur une caution dirigeant par exemple, ni sur la société. Donc ce sont des prêts qui sont garantis soit en interne par BPI France, soit par un dispositif européen, le Fonds européen d'investissement. Et alors le continuum que vous voyez là, ça représente en fait le cycle de vie d'une entreprise qui bien souvent est en démarrage ou en lancement et qui nous permet d'accompagner donc de la création jusqu'à un déploiement commercial ou un déploiement industriel dans la mesure où BPI France Innovation ne finance que de l'immatériel. Donc ça va être des frais de personnel, du dépôt de brevet, des études de marché, des tests laboratoires, des tests mécaniques, ce genre de choses. Et également une partie de l'amortissement de votre matériel s'il est alloué à la R&D, si et seulement si. On ne finance pas du matériel en tant que tel. Là, on bascule déjà dans des métiers du financement plus classiques et dans des métiers bancaires. Donc ce continuum vous donne un peu le cycle de vie et les différents montants que vous ne voyez pas là, mais vous pourrez un peu les appréhender, les différents montants auxquels vous pouvez prétendre. Plus votre projet est avancé, plus forcément les montants BPI France Innovation seront conséquents.
Les trois cas classiques qu'on retrouve quand on est chargé d'affaires innovation à BPI, ce sont ceux-là. Donc on a un financement de R&D, donc là on est sous forme de projet individuel, donc c'est simplement l'entreprise toute seule ou collaboratif. Quand on est avec par exemple des laboratoires de recherche ou des entreprises en Europe, là, je fais une parenthèse sur l'Eurostar, donc peut-être Thibaut vous a déjà fait une communication via le pôle Avenia. Donc là, on finance de la R&D pure, donc c'est des frais de personnel et des études très techniques, très scientifiques, donc dans des phases très amont de votre marché, et qui sont souvent financées par des subventions ou des avances récupérables, parce qu'il y a un risque technique fort. Ensuite, on peut financer tout ce qui est lancement industriel et commercial. Donc là, on passe plutôt, je vous renvoie au continuum d'avant, on passe plutôt sur des prêts, donc avance remboursable ou prêt sans garantie, parce que là, souvent, la société a déjà les épaules plus solides pour encaisser un prêt et le rembourser derrière. Donc là, il y a tout un tas de dispositifs sous forme de prêt avec des taux bonifiés souvent, parce que c'est des taux bonifiés par l'État, qui viennent se greffer. Et le renforcement de la structure financière. Donc là, c'est des prêts un peu atypiques qu'on a à BPI France, qui ne s'appuie pas sur une assiette de dépenses comme les deux cas au-dessus, où il faut vraiment présenter des devis, une assiette de dépenses, comme quoi vous allez justifier de frais R&D. Là, on est simplement sur des prêts beaucoup plus bancaires, mais qui viennent sous certains contextes, sous certaines conditions. Là, c'est le cas de la levée de fonds, donc qui sont des produits BPI France, si vous êtes en phase de levée de fonds avec des investisseurs avisés. Donc ce sont des business angels ou des fonds d'investissement dans la plupart des cas. Là, ce sont les trois cas classiques qu'on retrouve et qui se découlent, qui découlent avec beaucoup de produits différents. Ça sert à rien que je vous en donne le détail. L'idée, c'est d'être exhaustif sur quelques produits, donc, et ça me fait la transition. Avec la bourse French Tech, que vous connaissez peut-être, c'est une subvention qui est mise en place par le gouvernement, donc, qui peut monter jusqu'à 30 000 euros. Et là, on est dans un cas de création d'entreprise ou d'entreprise créée il y a moins d'un an. Donc, vous êtes soit une personne physique avec un projet et accompagné, par exemple, par le pôle Avenia, par un incubateur ou une pépinière qui justifie d'un caractère innovant, ou vous êtes une start-up ou une jeune TPE créée depuis moins d'un an et vous pouvez en bénéficier. Ça peut monter jusqu'à 30 000 euros et ça prend en compte tous les frais que je vous ai mentionnés auparavant, donc frais de personnel, tests, études de marché, études de faisabilité, dans des phases toujours très amont et très immatérielles. Ensuite, vous avez l'aide à l'innovation. Alors, c'est un dispositif en tant que tel, mais il y a X ramifications. C'est pas la peine que je vous les donne toutes, mais retenez que ça va de 50 000 euros à 3 millions. Donc, ça peut prendre la forme de subventions, d'avances récupérables ou d'un prêt spécifique qu'on appelle prêt innovation R&D, qui est un prêt sans garantie. Et toutes ces aides-là fonctionnent sur assiette de dépenses. Donc, à chaque fois, il faut que vous présentiez justificatif de ce que vous allez dépenser et avec quel projet, au travers de quel projet de recherche. Les coûts d'industrialisation et de commercialisation ne sont pas pris en compte et ça s'adresse à tout type d'entreprise, de la start-up jusqu'à l'ETI. Ça me permet de faire un aparté. Dans mon champ d'action, il n'y a pas les grands groupes tels que EDF, Total ou Safran, qu'on a par exemple dans le 64. Toutes les aides à la R&D, alors ces grands groupes sont éligibles à ce forme d'aide, mais tout ça est instruit au siège avec des services spéciaux dédiés, donc des chargés d'affaires innovation très spécifiques, entre guillemets. Donc j'imagine que peut-être les personnes qui sont ici, qui représentent les grands groupes, ont d'ores et déjà des services compétents en la matière, souvent sur Paris, qui s'occupent de tout ça. Donc retenez que dans mon pouvoir de décision, ça va de la start-up à l'ETI, tous les aspects grands groupes étant gérés au siège BPI France. Je peux, ceci étant dit, faire le relais si besoin. Les prêts d'amorçage, donc là, on est dans le troisième cas dont je vous ai parlé juste avant avec des cas classiques. Là, on est sur un renforcement de trésorerie quand vous êtes en phase de levée de fonds. Il y en a deux qui existent. Il y en a un avant la levée et un après la levée de fonds. Donc, ils ont des modalités différentes, mais retenez qu'on est sur un prêt sans garantie avec un différé de 3 ans. Le but étant de soulager la trésorerie d'une entreprise qui, souvent en phase de levée de fonds, a besoin de cash. Donc, ce prêt est dimensionné pour ça.
et le prêt innovation FEI. Donc ça, c'est un autre prêt à ne pas confondre avec celui dont j'ai parlé dans l'aide à l'innovation, qui est un prêt innovation R&D. Celui-là, il fonctionne sur assiette de dépenses, comme toutes les aides à l'innovation. Et là, lui, est un prêt un peu plus bancaire, donc il n'y a pas besoin de fournir une preuve que vous allez faire de la recherche ou que vous allez développer certains produits ou certains services. On est plus sur le dernier produit, symboliquement, dont je dispose dans le métier de l'innovation et qui après vous envoie grosso modo vers votre banque ou vers les métiers du financement classique. Avec ce prêt-là, vous pouvez financer de la commercialisation, de la présence sur des salons, des billets d'avion, voilà, ou de l'industrialisation au sens large du terme, donc avec des achats de matériel par exemple, etc. Donc là, vous fonctionnez un peu je reviens sur le continuum, vous êtes tout en haut à droite de ce que moi je peux faire et du niveau de risque technico-économique, entre guillemets, dans un prisme BPI France Innovation. Voilà, là je vous ai donné 3 exemples de dispositifs. Alors après, à chaque fois, il y a des ramifications, c'est un peu au cas par cas. Ça, je saurais vous proposer un produit adapté ou les chargés d'affaires, pour ceux qui sont dans d'autres régions, les chargés d'affaires sauront vous proposer un produit adapté à votre situation. Donc là, voilà, ça concerne toutes les dépenses innovation traditionnelles qu'il y a hors crise. Petit aparté, je me permets, ça n'est pas dans mon métier à moi, c'est dans des bureaux à côté, entre guillemets, idem pour les autres régions de France. Les métiers de la garantie et de l'assurance prospection qui, je le sais, souvent gravitent autour de l'innovation parce que il y a souvent un projet global avec un financement global et il y a des questions de garantie, donc d'un prêt bancaire avec votre banque traditionnelle ou des métiers internationaux qui rentrent en compte. Donc sachez, voilà, la garantie permet de contre-garantir des prêts bancaires avec une prise en charge de 40 à 70%. Donc votre banque, en dessous des 200 000 euros, dépose le dossier elle-même. Et au-dessus d'ailleurs, au-dessus des 200 000 euros, c'est votre banque qui fait la démarche auprès de BPI. C'est pas à vous, entreprise, chef d'entreprise ou DAF, de le faire. Mais sachez que ça peut être un levier de choix quand il faut mettre plusieurs acteurs autour de la table. La garantie peut être sollicitée. Pensez à le rappeler à votre banque si elle vous en a pas déjà parlé. Pour être bénéficiaire, c'est assez large. Il faut être d'une start-up à une ETI, donc avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou avoir moins de 250 salariés. Les entreprises agricoles, les intermédiations financières ou les SCI ne sont pas éligibles. Donc ça laisse quand même pas mal de place pour beaucoup de monde. L'assurance prospection, donc pareil, qui est un métier géré par les chargés d'affaires internationales à BPI France, donc des homologues que j'ai dans les directions régionales et territoriales, ou que vous pourrez trouver dans vos points de référence. C'est une assurance prospection qui est très utilisée. Je vous encourage à la demander si vous avez des démarches de prospection à l'international. Comment ça fonctionne? C'est en lien avec Business France, qui est aussi un organisme parapublic, qui vous permet de prendre en charge des frais de salon, des dépenses marketing, des déplacements, tout ce qui peut être lié à de la prospection à l'international. Comment le chargé d'affaires et comment BPI interviennent? Il y a un ciblage par pays pour que ce soit pas étalé ou que ce soit pas diffus. Vous pouvez pas dire je vais dans le monde entier. Et à partir de ce ciblage, il y a une assiette de dépenses qui est prise en compte et qui est à rembourser en tout ou partie. Là, je vous donne le schéma, mais vous aurez ce slide, vous aurez tous les slides, qui est à rembourser en tout ou partie selon le succès commercial que vous aurez trouvé dans le pays en question, le ou les pays en question. Voilà pour l'aparté. Sachez que ce sont des dispositifs qui sont souvent sollicités en parallèle d'un dispositif innovation. Donc il y a souvent, de mon côté, il y a une intervention conjointe. Le plan de relance est ce qui vous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de choses qui sont figées et d'autres qui vont être extrêmement fongibles, qui vont beaucoup bouger, parce que comme vous l'avez compris, avec un deuxième confinement, beaucoup de choses et beaucoup de décisions vont être reprises ou modulées par l'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que durant le premier confinement, vous avez eu accès à des PGE ou des dispositifs pour les entreprises en difficulté. Je pense au Codéfi ou au FRPME que vous voyez sur ce slide.
c'était relatif au plan de soutien. Également avec les appels à manifestation d'intérêt sur l'aéro, l'auto, ça faisait partie du plan de soutien. Aujourd'hui, on est passé dans le plan de relance, qui en fait est un peu un faux jumeau du PIA 4, le programme d'investissement d'avenir. La dette maastrichtienne, si certains parmi vous s'intéressent à la provenance de ces fonds, donc c'est une dette européenne qu'on a et qu'on renouvelle souvent, dont BPI France est un opérateur. Donc le plan de relance est un peu assimilé à ce PIA 4 et permettra, donc voilà, au travers des 4 plans aujourd'hui qu'on connaît, qui sont figés, qui sont actuels, le plan des territoires d'industrie, dont Audrey vous parlera un peu plus en détail, je ne vais pas empiéter sur sa partie, le plan aéro, le plan auto et le plan de soutien au secteur critique. Compte tenu du fait que, voilà, aujourd'hui, je m'adresse à vous, Paul Avegna, donc des entreprises, voilà, tournées géothermie, oil and gas et tous ces secteurs. Le plan aéro, le plan auto, je doute que vous puissiez en faire partie, de par la provenance de votre chiffre d'affaires. Les plans auxquels vous pourriez soumettre un dossier sont les plans territoire d'industrie, parce que la zone 64-40, pour le coup, là je parle pour ma zone, hein, pour ceux qui sont dans cette zone géographique, est un territoire d'industrie. Audrey pourra vous en dire plus. Et le plan de soutien au secteur critique, qui concerne, alors là c'est pas marqué dans ce slide, mais qui peut concerner des acteurs de la chimie et de l'énergie. Donc à vous de vous rendre sur les plateformes dédiées, vous avez les liens sur le slide, pour voir dans quelle mesure, selon votre cœur de métier, pour voir dans quelle mesure vous pourriez être éligible. Voilà, sachez que le plan aéro et le plan auto, je pense que vous ne serez pas retenu sur ces plans-là, donc autant vous concentrer sur le plan secteur critique et voir ce qu'il est possible de faire. Il y a une poche à 100 millions d'euros. Alors c'était ce qui était pressenti avec un seul confinement. Il y en a 2 aujourd'hui, donc je n'ai pas l'information à vous donner pour savoir qu'est-ce qui sera rajouté. En plus de ça, on va passer sur l'exercice 2021. Donc aujourd'hui, c'est un montant qui n'est pas connu. Retenez en tout cas qu'on est sur une philosophie du premier arrivé, premier servi. Donc je vous encourage vraiment à dépenser de l'énergie pour déposer un dossier sur des dépenses à venir. Il n'y aura pas de rétroactivité sur ce qui a pu être fait. Je sais que ça peut enlever pas mal de marge de manœuvre pour certaines entreprises qui malheureusement avaient déjà entamé des frais. Mais retenez que voilà, ce sont sur des dépenses à venir et avec un budget qui a vocation à s'étendre. Mais ça, on ne le connaît pas encore. Le gouvernement nous en dira plus. Ça, c'est pour le plan national, le volet national. Et le volet territorial, alors là, je ne vais pas empiéter sur ce que va dire Audrey, mais retenez voilà que on est dans un territoire d'industrie, donc on est éligible géographiquement, et le régime Covid-19 permet de prendre en charge, donc avec cet appel à projet, hein, le 4e que vous voyez ici, le premier pour le coup, le territoire d'industrie permet de prendre en charge jusqu'à 80% des dépenses éligibles. Vous avez le lien dans ce slide pour déposer un dossier, et vous trouverez des interlocuteurs, notamment soit via la directe, soit via la DGE, Direction Générale des Entreprises. Voilà, le but n'est pas de vous perdre, de vous diluer dans tout ce qu'il existe, simplement de vous donner la philosophie de ces plans de relance qui ont vocation certes à vous aider, mais je vais être très transparent avec vous, il y aura moins d'un dossier sur 2 qui sera retenu, compte tenu du volume des demandes. Donc à vous d'être prêt et d'aller sur les bonnes plateformes et voir les bons interlocuteurs pour déposer un dossier. Voilà, j'ai essayé de rester exhaustif parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'espère que ça répondait à certaines de vos questions. Voilà, pour le reste, je repasse la main à Thibaut pour qu'on enchaîne. Un grand merci Grégory. On pourra relayer les questions tout à l'heure et revenir sur ta presse. Je vais passer la parole à Audrey. La transition est toute trouvée. Donc Audrey Lebars, directrice du projet Territoire d'industrie Lac Potarbes, en charge de l'animation, de la coordination et du suivi des actions inscrites dans le contrat d'industrie signé en 2019. Alors, faut savoir que c'est un territoire qui représente un peu plus de 500 000 habitants, hein, pour vous donner l'ordre de grandeur. Audrey, je vous vois. Et bonjour à tous. On vous entend très bien. À vous. Parfait. J'espère que c'est la bonne présentation. C'est parfait. Ok.
Merci Thibault. Donc effectivement, on est vraiment dans une démarche en lien avec BPI, et donc je vais vous faire un peu le zoom sur la partie territoriale, notamment avec la déclinaison et le lien avec le plan de relance, et comment Territoire d'Industrie peut accompagner aussi vos projets d'innovation dans le détail. Rapidement, qu'est-ce que c'est territoire d'industrie? Donc, territoire d'industrie, la Potard, c'est effectivement 500 000 personnes, 500 000 habitants sur 10 EPCI. On va dire la spécificité de ce territoire d'industrie, c'est qu'il est interrégional. Donc, il est à la fois sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et le territoire d'Occitanie. Territoire d'industrie, donc juste pour rappeler qu'est-ce que c'est, donc c'est 148 territoires d'industrie qui composent sur plus de 500 500, excusez-moi, intercommunalités. Donc avec un projet de travailler sur la réindustrialisation de nos territoires. Nos territoires, effectivement, ce sont avant tout une démarche intercommunale, mais c'était l'avantage de travailler sur les villes moyennes et comment industrialiser nos territoires un peu hors métropole. Donc le territoire d'industrie Lac-Potard a un périmètre géographique, donc comme je vous l'ai dit, entre deux régions. Donc avec plusieurs intercommunalités, et donc avec la spécificité, c'est qu'on lie le public et le privé. Donc vous avez deux référents élus et deux référents industriels qui permettent effectivement d'accompagner la gouvernance et en fait de construire le contrat d'industrie et le faire vivre pendant une période de 4 ans. Donc, quelle est notre spécificité au niveau territorial? C'était effectivement d'identifier des enjeux, donc accroître l'attractivité du territoire, donc permettre effectivement le développement et l'intégration, la relocalisation d'activités sur le territoire d'industrie, encourager l'innovation. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est intéressant et important aussi à ce que vous puissiez l'intégrer. L'innovation, pour nous, c'est quelque chose de très important. Pour favoriser, on a des démarches French Tech sur le territoire d'industrie, on en a 2. On a des accompagnements financiers. Et l'idée, effectivement, c'est de déployer cette innovation également pour les startups, mais également pour le tissu d'entreprises PME, PMI. On a aussi un gros volet sur le capital humain, donc visant à attirer, former et recruter, donc avec notamment des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales qui vont être lancées dans les prochaines semaines. L'idée étant d'anticiper sur les métiers d'avenir à développer sur notre territoire. Bon, je passe sur la question du territoire et des atouts. On en a beaucoup. On a beaucoup de filières effectivement représentées. Le pôle Avenia en fait forcément partie parce qu'on a besoin de ces pôles de compétitivité pour faire rayonner notre territoire et avec un travail main dans la main pour favoriser l'innovation. Donc notre stratégie industrielle qui est territoriale, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est la gestion territoriale des emplois et des compétences, donc tout le volet formation, anticipation des compétences de demain, notamment sur le numérique, sur l'hydrogène, la transition énergétique. Ce sont des choses que l'on voudra effectivement déployer dans le temps à venir, notamment en termes d'anticipation. Encourager aussi des actions de marketing territorial. Donc l'idée, c'est de faire rayonner notre territoire au plus loin, avec un travail notamment qui va être fait avec Business France. On a aussi donc notre cœur de cible, c'est encourager la transition énergétique, l'hydrogène, le traitement des déchets, le stockage de CO2, notamment avec des projets des pôles de compétitivité du pôle Avenia. Faciliter la mobilité à l'échelle du territoire, parce qu'on a un territoire qui est assez grand, donc on a une volonté de travailler sur la question de mobilité des salariés. On a aussi donc la dimension friche industrielle, donc là on est plutôt sur une approche territoriale, mais avec une démarche de ZAN, donc de zéro artificialisation nette, excusez-moi. Nous allons être dans l'obligation en fait de travailler sur nos friches industrielles et pour avoir une reconquête territoriale. Renforcer les filières clés, donc l'énergie et la géoscience font partie effectivement de notre cœur de volonté et d'enjeux à développer sur notre territoire. La chimie, l'aéronautique, la céramique technique, l'agroalimentaire et le numérique.
Il y a aussi tout un volet aussi de création d'outils de transfert technologique et de mise en synergie. L'idée, c'est en fait de donner aux territoires des possibilités d'accélérer et de renforcer leur technologie de demain. Donc, on a vraiment des gros enjeux là-dessus. Donc, juste pour information, les chiffres du contrat d'industrie, donc au 30 juin 2020, ce sont 245 millions d'euros d'investissements qui vont être faits sur le territoire. On a 44 fiches actions, 9 en transversal, donc à l'échelle de territoire d'industrie, 16 en Nouvelle-Aquitaine, 19 en Occitanie. L'idée, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité encore de déposer des fiches actions. On a encore 2 ans pour permettre effectivement d'accompagner le financement de tout projet qui rentre en fait dans les valeurs du contrat d'industrie. Et effectivement, donc le pôle Avenia a déposé une dernière fiche action, on va dire il y a quelques mois de ça, pour justement accompagner l'innovation dans le cadre de l'énergie et de la géoscience. Donc voilà, il faut se dire pour vous que vous avez la possibilité d'accompagner et de déposer encore des fiches actions en prenant contact justement avec moi sur justement l'intégration de ce contrat d'industrie. Donc, le contrat d'industrie, rapidement, donc vous voyez à peu près notre territoire. Donc, c'est l'ensemble du Béarn et puis 2 intercommunalités côté Hautes-Pyrénées. Donc, vous voyez que le territoire a des fiches actions un petit peu globales. Hein. Donc, la présence de tous les projets, ce sont des projets industriels portés par des collectivités également, mais aussi des enjeux de transfert technologique, de friches de mobilité. Donc, vous voyez qu'il y a des choses complètement, tout le territoire, logiquement, doit répondre un petit peu à ces enjeux-là et donc avoir des projets sur l'ensemble. Donc, quelques exemples de projets emblématiques. Donc, on a effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour permettre effectivement, vous, dans vos projets de développement, notamment sur le territoire d'industrie, vous aurez la possibilité effectivement d'avoir des métiers et des valeurs intéressantes à mettre en place sur le territoire. On a aussi tout un gros volet sur la structuration de la filière hydrogène à l'échelle de territoire d'industrie. Donc, il y a vraiment une volonté de notre territoire de se positionner sur la filière hydrogène. Donc, pour nous, c'est un volet très, très important. Donc, on a une étude qui est en cours. L'objectif est d'avoir un programme d'action et de pouvoir répondre rapidement aux enjeux de demain. Donc, si effectivement, il y a des projets ou dans vos process industriels, vous avez des projets hydrogène, n'hésitez pas à revenir vers moi pour pouvoir intégrer ça et pour qu'on puisse justement bénéficier et vous accompagner dans la recherche de financement à l'échelle européenne, nationale et régionaux. On a des écoles de production aussi sur le territoire. On a des projets portés par notre référent industriel qui est Terega, notamment sur l'innovation des systèmes énergétiques. On a des projets de biométhanisation, la filière biocarburant pour l'aéronautique, qui est aussi des enjeux de diversification et de stratégie en lien avec la transition énergétique. La capture et le stockage géologique du CO2, donc avec une volonté de travailler sur un contexte, un positionnement mondial avec une application dans le sud-ouest. Donc ça, c'est en lien effectivement avec le pôle de compétitivité. Accompagner la transformation des friches, on en a déjà parlé. On a aussi un hub industriel sur la maintenance aéronautique et l'e-aéronautique pour travailler sur la décarbonation de l'aéronautique de demain. Des usines du futur. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour notre territoire sur la robotisation et la digitalisation des entreprises. Il y a énormément de projets qui sont en cours et l'objectif, effectivement, c'est de les accompagner au mieux. On a aussi un pôle entrepreneurial autour de la filière de l'eau à Bagnères de Bigorre. Donc, vous voyez que les projets qu'on peut accompagner dans le cadre de territoires d'industrie sont assez larges, peuvent avoir des démarches de projets collaboratifs, mais également de projets industriels cibles sur notamment l'industrie du futur ou un projet de décarbonation de l'industrie. Donc ça, c'est juste un exemple par rapport à la filière hydrogène. J'ai souhaité un peu faire le zoom pour voir un petit peu comment on peut accompagner justement ces démarches-là. Donc, vous avez l'étude de prospective
notamment avec la réalisation d'un diagnostic. Vous avez des animations collectives qui ont été mises en place tout au long de l'année 2020, malgré un confinement, pour pouvoir développer ce type de projet. On a un volet innovation, donc avec des échanges d'industriels et de porteurs de projets collaboratifs en lien avec les intercommunalités pour les soutenir dans le volet innovation. Donc, c'est-à-dire qu'on a un industriel qui pense à un process industriel, on leur dit faites attention, pensez au volet hydrogène, regardez comment vous pouvez être intégré à la démarche pour pouvoir effectivement faire des levées de fonds intéressantes. La recherche aussi, donc avec un lien très fort avec notamment l'UPPA, donc l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, mais également l'ENIT, l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, notamment sur l'état de l'art autour de l'hydrogène. On a un volet effectivement emploi sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une démarche d'attractivité en lien avec Business France avec un positionnement à l'international, des projets d'innovation, notamment sur des projets, ce que je vous disais à l'instant, donc de projets industriels pouvant intégrer la filière hydrogène et la recherche de financements européens, nationaux et régionaux. Tout ça pour dire, c'est qu'effectivement, on se positionne sur une animation de filière et de structuration de filière. Et l'idée, c'est d'accompagner tous les stades et toutes les strates en fait d'innovation, accompagner techniquement en matière collaborative, mais également en recherche de financement idoine pour accélérer vos projets. Forcément, on est en lien avec les principaux opérateurs que sont BPI, forcément, mais également aussi la Banque des territoires qui se positionne de plus en plus sur des projets innovants qui permettent la réindustrialisation de nos territoires. Donc, pour faire un zoom, effectivement, Grégory en a parlé en amont. La différence qu'on a eue enfin, qu'il y a eu avant donc le plan de relance, c'est qu'il n'y avait pas forcément de fonds dédiés à territoire d'industrie. C'est-à-dire qu'une fiche action était présentée et tous les partenaires, opérateurs d'État, que ce soit Pôle emploi, BPI, Banque des territoires, l'État en tant que tel ou d'autres, venaient se positionner, donc notamment aussi les régions. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine sont importantes aussi sur le soutien à l'innovation. Donc l'idée, c'était de proposer un programme d'action et l'idée, c'est que chaque opérateur puisse se positionner, aux collectivités avec la région, puisse se positionner sur le financement en fait de ces actions-là. Et donc, il y a un accompagnement au quotidien qui est fait avec des strates de comitologie sur lesquelles nous, on puisse appuyer. Le plan de relance a changé un petit peu la donne, étant donné qu'effectivement, il y a un nouveau fonds de 400 millions d'euros pour soutenir notamment la relocalisation dans les territoires, notamment dans les territoires d'industrie. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez un projet hors d'un périmètre territoire d'industrie, vous ne serez pas éligible. Par contre, territoire d'industrie, les projets dans le territoire d'industrie sont privilégiés par l'ensemble des partenaires. Donc, actuellement, effectivement, on est en 2020, il y a une première tranche de 150 millions d'euros. Donc, bon, je pense qu'on peut le dire et je pense que Grégory l'a soufflé un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, il y a énormément de dossiers qui ont déjà été déposés dans le cadre de ce fonds. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'aller assez vite parce que c'est le premier arrivé, premier servi. On a jusqu'au 17 novembre pour l'année 2020 pour déposer votre dossier. Ces dossiers-là, l'avantage, c'est que on peut aller jusqu'à 80% de subvention avec un projet minimum de 400 000 euros et pouvant aller à 800 000 euros de subvention. Donc, je précise bien, on est vraiment sur de la subvention, on n'est pas sur du prêt, on n'est pas sur de l'avance remboursable. L'idée, c'est de financer la relocalisation industrielle avec un impact territorial. Donc, quand on parle d'impact territorial, ça peut être de la création d'emplois, ça peut être aussi un travail avec un projet collaboratif dans le cadre d'un écosystème. Donc, l'idée, effectivement, c'est de relocaliser et d'accélérer tous les projets d'investissement, d'innovation, industrielle sur les territoires. Vous avez effectivement sur le diaporama donc la présentation des dépenses éligibles. Donc, vous avez du financement d'infrastructures jusqu'à l'immobilisation incorporelle, l'achat d'équipements. Donc, effectivement, ce fonds est assez précieux pour nous pour pouvoir effectivement accélérer les projets dans le cadre de la relance. Une petite information complémentaire, parce qu'en fait, elle vient de sortir donc depuis quelque temps. Enfin depuis hier soir, donc la dernière conférence de presse de la Banque des Territoires. Il faut savoir que la Banque des Territoires, également en complément de BPI, mais même aussi des fonds d'État, sont prêts, s'il y a vraiment un impact territorial et en accord justement avec les territoires d'industrie,
de pouvoir financer des études d'industrialisation ou de projets d'innovation. Donc, c'est un petit peu la nouveauté, c'est un changement de dogme pour la Banque des territoires. Et notamment, toute la partie ingénierie d'innovation peuvent être désormais financées dans le cadre de la Banque des territoires. Donc, c'est aussi quelque chose d'important aussi à avoir. On n'a pas encore tout à fait les règlements et la façon de fonctionner. Mais voilà, donc on a eu déjà un premier projet en phase de test, en phase pilote, donc sur le territoire d'industrie Lac-Potarbe, qui a permis de bénéficier d'une subvention de 100 000 euros pour une start-up voulant travailler sur l'innovation et la décarbonation de son industrie. Donc voilà, donc ce fonds Banque des territoires va arriver également. Donc ce que disait Grégory, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que on avance en marchant. Les fonds vont sortir. On est en deuxième période de confinement. Est-ce qu'il y aura un plan de relance niveau 2 avec peut-être une accélération sur certains dispositifs? Sachez de toute façon qu'on a des fonds, donc il y a les fonds gérés par la BPI, on a des fonds d'État, on a des fonds de la Banque des territoires. Je n'oublie pas également l'ADEME. Il y a des appels à projets qui sont en cours. Et donc, c'est vrai qu'il y a des articulations des fois entre les fonds. Donc, n'hésitez pas à déposer un dossier. Et sachez que de toute façon, un dossier qui est bon, qui est construit dans le temps, peut vous permettre d'avoir toujours des financements. Donc voilà, j'ai essayé de rappeler à la fin de ma présentation justement toutes les aides qu'on pouvait avoir en lien avec la dimension innovation. Donc de l'étude d'industrialisation, j'en ai parlé, région, Banque des territoires. La recherche de fonds privés pour entrer au capital des entreprises, des startups. Donc on a des liens avec notamment une démarche portée par France Cluster qui est en fait la structure qui anime l'ensemble des clusters et des pôles de compétitivité. Donc voilà, il y a un fonds qui va être mis en place donc qui s'appelle PME Cluster Territoire Invest, donc qui pourrait vous permettre effectivement de faire des levées de fonds en local. Accompagnement au développement de plateformes de transfert technologique. Donc là, on a l'État, la région et BPI France qui peuvent nous accompagner. L'aide au recrutement de compétences avec notamment les volontaires territoriaux en entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une jeune start-up où vous avez besoin d'avoir une compétence à part. Sachez qu'il existe les volontaires territoriaux en entreprise. Ce sont des jeunes sortis d'école et vous pouvez avoir bénéficié de subventions pour justement les recruter. Donc, jusqu'à 4 000 euros de subventions et avec un panier de services pour favoriser justement l'arrivée de compétences sur les territoires. On sait très bien que des fois, les jeunes sont plutôt attirés vers les métropoles et les grands espaces urbains. Donc, l'idée, effectivement, c'est de faire venir ces compétences sur les territoires et pouvoir en bénéficier au maximum. L'aide aux démarches d'export à l'international. Donc, ça, c'est un travail qu'on va mener avec Business France pour accompagner sur des filières stratégiques ou des filières en émergence voilà, accompagner ces démarches à l'export et à l'international, donc avec des webinaires, des actions assez déployées sur le territoire et notamment en lien avec les chambres consulaires également. L'accompagnement des projets d'innovation, notamment par le biais d'AMO projets complexes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place sur notre territoire en fait d'industrie. On se rend compte que les projets collaboratifs et complexes qui touchent la recherche et développement, la partie industrialisation jusqu'à la partie industrielle, des fois ces projets prennent du temps. Donc l'idée c'est de pouvoir vous accompagner avec une assistance à maîtrise d'ouvrage pour vous permettre d'accélérer sur vos process, la rédaction juridique par exemple d'accords de consortium. Ça peut être aussi la recherche de financement européen. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner au mieux sur notre territoire d'industrie. Voilà, donc en conclusion, c'est vrai que pour moi, c'est important de préciser qu'un bon projet bien construit sera toujours financé. On arrivera toujours à trouver des moyens de vous accompagner, que ce soit moi-même, mais également les partenaires opérateurs, BPI, la région ou l'État. Je pense que voilà, c'est important de se dire que un bon projet, quand il est bien construit, quand il est bien vendu, ou vendeur, on peut effectivement vous trouver des financements adaptés à vos besoins, que ce soit sur la partie emploi, que ce soit sur la partie innovation ou autre. Voilà, donc c'était pour finaliser cette présentation. Je m'excuse encore, je vais devoir vous quitter
à 11 heures, une autre réunion m'attend. Mais sachez que voilà, je reste à votre disposition pour les industries ou même d'autres partenaires qui aimeraient échanger. Vous avez la possibilité de me contacter soit par mail, soit sur mon portable. Et n'hésitez pas. Et je remercie encore le pôle Avenia de cette possibilité de pouvoir présenter le territoire d'industrie. Parce qu'effectivement, on a besoin de travail collaboratif, notamment avec nos pôles de compétitivité qui sont innovants et qui nous permettent effectivement d'avancer toujours plus vite dans notre réindustrialisation. Merci à vous. Merci beaucoup, Audrey. Il y a une question posée par Jean-Charles Ferrand de la société Geolinks qui vous demande s'il faut que la société soit domiciliée dans le territoire pour pouvoir déposer une fiche action. Alors, logiquement, je vous dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on essaie de chercher quand même de travailler sur l'écosystème. Après, si le projet a un impact sur notre territoire, il y aurait la possibilité effectivement d'accompagner cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, par exemple, qui sont basées à l'extérieur et qui auraient un projet sur le territoire. Bon, pour l'instant, l'entreprise n'est pas sur le territoire, mais effectivement, on va être accompagné pour justement permettre une implantation ou son travail en local. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'une domiciliation sur le territoire d'industrie. Ok. Bon, merci en tout cas pour cette présentation. Je voulais ajouter un mot aussi sur le rôle du pôle Avenia, puisqu'on a comme mission de favoriser l'innovation collaborative sur les thématiques qui nous concernent, les thématiques sous-sol. Et on essaye vraiment au pôle nous positionner à l'interface entre vous, vos projets, les autres adhérents du pôle qui sont autant de partenaires potentiels pour vous, et l'ensemble de cet écosystème de l'innovation. Donc on a vu BPI, territoire d'industrie, on a parlé de l'ADEME, il y a les régions aussi, et je voudrais dire un mot aussi sur la région Nouvelle-Aquitaine qui a une agence ADI qui aide aussi les entreprises à bien se positionner sur les différents appels à projets. Et voilà, on essaie vraiment d'être à l'interface. C'est pas toujours facile de s'y retrouver entre ces différentes strates. Donc on essaye de prendre ce rôle à cœur de notre côté pour vous aiguiller au mieux. Hein. Et en plus, on a aussi le comité d'experts qu'on peut mobiliser pour expertiser, challenger vos projets, les labelliser, et ça donne un poids supplémentaire après dans vos demandes de financement. Voilà. Donc il reste 10 minutes. Si vous avez des questions pour Audrey avant qu'elle s'en aille, n'hésitez pas. Sinon on continue et on donne la parole à Habib Al-Khatib, qui est adhérent du pôle Avenia, qui apparaît à l'écran. Salut Habib. Bonjour. Un grand merci d'être là avec nous et de témoigner. Donc je disais adhérent du pôle, CEO de Spotlight, que tu as créé avec Elodie, je crois. Tout à fait. Eh bien, toi, raconte-nous ton expérience dans ces montages de dossiers. Partage-nous quelques conseils. Très bien. Merci beaucoup Thibaut pour cette opportunité, et puis merci aussi à Grégory et pour avoir expliqué. Et en fait, je vais m'appuyer sur les slides de Grégory pour expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'on a pu déposer des dossiers et les gagner. Je vais essayer d'insister sur iLab et iNov. Ce qui a été dit juste avant, c'est qu'il fallait bien présenter un projet. Et je vais essayer de me plier à cet exercice en quelques minutes pour essayer de vous montrer que ce qui est très important lorsqu'on dépose un dossier, c'est d'abord de présenter vraiment la vision de ce qu'on veut faire et le grand ensemble de ce qu'on va vouloir faire. Donc, du coup, je me plie à ce petit exercice. Donc, Spotlight, on est un acteur, on veut se positionner comme un acteur dans la transition énergétique en disant que notre objectif, c'est de servir deux objectifs qui sont a priori complètement contradictoires. D'une part, fournir au monde et aux 840 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'énergie, une possibilité d'avoir accès à de l'énergie abordable.
et d'autre part, limiter le réchauffement climatique qui va générer, si on en croit les prévisions, 143 millions de réfugiés climatiques. Et il s'agit d'objectifs qui sont tous les deux louables, mais a priori conflictuels. Si on fournit de l'énergie aujourd'hui, eh bien, notamment aux gens qui n'ont pas accès à cette énergie, l'énergie la plus abordable, c'est le charbon, et ensuite c'est le pétrole, donc ça veut dire plus d'émissions. Si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut faire moins d'émissions. Donc ces deux objectifs ont l'air contradictoires, et Spotlight entend se positionner à essayer de réconcilier ces deux objectifs de deux façons. D'une première façon, en limitant les dégâts liés à la transition énergétique, et donc au fait qu'on va continuer d'exploiter des énergies fossiles durant cette transition. Et avec deux constats. Le premier constat, et vous pourrez retrouver, on publiera bientôt sur notre site internet les chiffres, si on augmente de seulement 1% en optimisant la production pétrolière et gazière existante, des champs existants, la production, on est capable de fournir au monde à peu près 7 ans et demi de nouvelles découvertes pétrolières au rythme des dernières années. Et 7 ans et demi, c'est pas rien. Et ça pourrait permettre de limiter le besoin d'aller explorer des zones, des nouvelles zones pétrolières, et notamment, ces nouvelles zones sont des zones extrêmement sensibles et qui n'ont pas d'infrastructure pétrolière aujourd'hui. On va citer l'Arctique, l'Alaska, l'Amazonie, la Guyane. Ça va être aussi la nécessité, et ça, le dernier rapport de l'IEA le dit, mais The Shift Project a fait un très beau papier là-dessus récemment, la nécessité en fait du sous-sol comme espace de stockage, notamment du CO2. Et si on rapporte en surface les besoins de stockage de CO2 pour limiter le réchauffement climatique dans le cadre de la convention COP21, c'est 4 milliards de piscines olympiques qu'il faudrait utiliser pour stocker en surface ce CO2. Et donc, bien évidemment, c'est des surfaces qui sont colossales. On parle de plus grand que l'Union européenne. Mais si on le stocke sous pression et dans le sous-sol, c'est la seule façon, de manière systémique, de résoudre cette problématique liée au stockage de CO2. Et puis derrière, bien évidemment, on est des experts du sous-sol à Spotlight, et d'ailleurs en général dans le pôle Avenia. Il y a aussi des énergies dites vertes dans le sous-sol, en priorité la géothermie, et c'est aussi un point sur lequel on veut se placer. En ayant dit ça, quelque part, je montre l'ambition de Spotlight d'être un acteur de la transition énergétique, mais sans cacher le fait qu'on continue, nous, à optimiser la production pétrolière. De ce fait-là, pour optimiser quelque chose dans le sous-sol, eh bien, il y a un problème, c'est que le sous-sol est invisible et donc par nature imprévisible. Et lorsque les choses se passent mal dans le sous-sol, les conséquences écologiques, économiques et environnementales, et parfois malheureusement aussi humaines, sont dramatiques. Donc, il va falloir maîtriser ce sous-sol et sa dynamique. Et c'est ce qu'on va faire à Spotlight. Comment ? Eh bien, là où jusqu'à présent, l'intégralité des gens dans le sous-sol sont habitués à l'image du sous-sol et donc à répéter ces images dans le temps, nous, on préfère le théâtre. Parce que finalement, au théâtre, vous comprenez parfaitement la scène qui se joue devant vous, la pièce de théâtre qui se joue devant vous, en ne focalisant votre attention que sur certains points clés de la scène qui sont spécifiquement illuminés par des spots de lumière, donc spotlight en anglais. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire dans le sous-sol. Si je prends l'exemple d'un stockage de gaz, la scène, c'est le lieu de stockage. Le scénario de la pièce, ça va être le scénario de stockage et d'injection, par exemple, de CO2. Et les points d'intérêt qu'on va venir détecter, c'est les zones les plus critiques, donc l'encellement maximum, les zones de faille, la couverture. Et c'est ces points-là qu'on va détecter en temps réel. Alors, bien évidemment, on ne va pas envoyer de lumière dans le sous-sol parce que ce n'est pas très efficace. Nous, on envoie des ondes sismiques. Et c'est là où est l'innovation de Spotlight. C'est-à-dire que si on se focalise sur certains points clés de la scène, et donc du sous-sol, on est capable, et c'est toute notre innovation, on a designé un système qui est capable de détecter ces changements en utilisant un unique couple source et récepteur sismique, là où pour construire une image, il en fallait des millions. Donc, je m'arrête là pour la partie très haut niveau, mais vous voyez qu'en 5 minutes, j'ai réussi, j'espère, à vous expliquer de manière assez simple ce qu'on veut faire sans rentrer dans la technique. Et ça, c'est assez important de garder à l'esprit qu'il faut savoir vulgariser son propos. C'est là où j'ai emprunté les slides de Grégory, et je vous remercie, Grégory, de m'avoir donné l'autorisation de le faire.
Quand il a présenté tout à l'heure cette slide, on est à Spotlight dans une innovation technologique, donc qui intègre ou crée plusieurs nouvelles technologies. Et l'intensité de cette innovation, elle peut être dite de rupture dans la mesure où, depuis les frères Schlumberger dans les années 30 et leur première acquisition sismique, toute l'industrie est allée vers plus d'équipements, plus de fréquences, plus de moyens mis en œuvre pour avoir une image de plus belle qualité avec une définition plus précise. Et nous, comme on est dans la détection, eh bien, on décide de prendre le contre-pied parce qu'évidemment, il y a des enjeux de coûts financiers, de coûts aussi environnementaux liés à ces points-là. Et c'est ces coûts-là qui sont extrêmement importants et qui nous font aller vers un seul couple source et récepteur sismique. Donc, on ne peut pas qualifier notre innovation de rupture. Ce qui veut dire derrière que lorsqu'on est dans comment est-ce qu'on présente un dossier, il y a qu'est-ce que le projet il apporte de neuf, comment est-ce qu'on l'exprime, et aussi en quoi est-ce que ce projet se différencie-t-il de la concurrence. Et donc, c'est ces points-là que je vais essayer d'aborder, puisque je ne les ai pas encore abordés. Eh bien, ce qui est très important, c'est de présenter, lorsqu'on présente un projet, une étude de marché. Alors là, on va se dire, oui, mais une étude de marché, est-ce qu'on doit passer par des consultants? Oui, pourquoi pas. Mais est-ce que si on est des gens qui connaissons notre domaine, est-ce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes? Bien finalement, quelque part, une étude de marché, nous, on l'a faite avec Elodie en 2016-2017. On a tout simplement, à l'époque, pris notre valise, mais aujourd'hui, on prendrait le téléphone ou LinkedIn, et on contacte des gens qui sont chez Tullow, chez Statoil. J'ai laissé les logos anciens, il y en a TIGF maintenant et c'est Terega. Et en fait, on est allé les voir. Donc, ça va être un Pierre Chiquet chez Terega, ça va être un Salvador Rodriguez chez Engie, ça va être des gens chez Shell, des gens chez Total, des gens chez Géothermie. On est allé voir le pôle aussi. Et on leur pose des questions très simples. C'est si on est capable de détecter des changements à des points précis du sous-sol de manière répétée ou en temps réel, est-ce que ça a une valeur pour vous? Et finalement, une étude de marché, c'est pas plus compliqué que ça. C'est poser la question, en admettant que ma technologie, elle marche, est-ce que ça a une valeur pour vous? On ne discute pas de la faisabilité technique dans une étude de marché. On pose la question de savoir si ça marche, parce qu'un projet technologique, Grégory et Audrey l'ont mentionné, il y a des risques qui sont associés à ça. Eh bien, c'est si ça marche, est-ce que ça a une valeur? Et donc, nous, la réponse, elle a été la suivante. Oui, ça a une valeur parce que ça serait, mais il faudrait que ça soit fiable. Donc là, on voit que technologiquement, il faut qu'on propose quelque chose de fiable. Mais ça a une valeur parce qu'un seul couple source-récepteur, finalement, c'est agile et c'est cost-effectif et ça va nous permettre d'anticiper des décisions de production ou d'exploitation du sous-sol. Et c'est ça qui a été important. Et donc, si on continue, on se dit, OK, d'accord. Donc, dans l'environnement actuel de suivi du sous-sol, il y a quoi? On creuse un trou pour vérifier ce qui se passe. On écoute les bruits d'un réservoir en activité ou alors on vient répéter les images dans le temps avec à chaque fois des coûts associés à ça et des besoins. Et si on met ces besoins-là dans un graphe qu'on appellerait un graphe fiabilité versus coût, on va dire, financier, mais aussi qu'on colore ça avec de l'agilité, on voit qu'un pub, en général, ça coûte cher et puis c'est pas très agile parce qu'une fois qu'on a creusé, il est là, il bougera plus. La sismique 4D, elle est assez fiable, elle a un coût assez élevé, mais voilà, on peut se permettre, c'est un peu plus agile déjà. Et la sismique passive, elle est plutôt agile, mais manque parfois de fiabilité. Et donc, du coup, on voit qu'il y a un poids, enfin, disons une zone libre pour des solutions fiables et cost-effectives. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que c'est comme ça, de mon point de vue, que vous pouvez présenter vos projets de manière assez synthétique, dans des schémas. Il ne faut pas hésiter à schématiser ce que vous faites lorsque vous déposez un dossier pour la BPI ou pour les régions. Et donc, nous, on se dit, on va se placer là. Et évidemment, ce n'est pas de la magie. Si on est capable d'être si léger avec un seul couple source-récepteur, c'est parce qu'en fait, on a eu l'idée de s'appuyer sur toutes les acquisitions d'exploration qui ont déjà été acquises, qui ont mobilisé des millions de couples sources et récepteurs sismiques. Et nous, en fait, on a une approche data qui vient exploiter cette partie-là pour ces données existantes pour justement fournir une solution ultra légère.
Donc, c'est là l'innovation technologique. Elle se place ici, dans cette approche un peu big data. Voilà comment on a présenté nos projets. Et si on voit un petit peu les aides auxquelles on a pu bénéficier, Grégory l'a mentionné, il y a toujours, lorsqu'on débute une startup, un risque versus technologie. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Et de ce point de vue-là, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'en général, la BPI est très sensible, et Grégory pourra le dire, au partage du risque. L'idée n'est pas de faire porter l'intégralité du risque à l'État ou à la BPI, ou même aux régions. L'idée est de partager le risque. Donc nous, lorsqu'on a créé Spotlight, on a tout de suite mis au capital de Spotlight 100 000 €. On avait les moyens de le faire, certes, mais c'est un très grand signal de mettre beaucoup au capital de son entreprise parce que ça veut dire qu'on est prêt à perdre cet argent. Et donc, si on est prêt à le perdre, ça veut dire aussi qu'on y croit. Et ça veut dire aussi que derrière, vous dites à la BPI, voilà, nous, les investisseurs de cette entreprise, on est prêt à perdre cet argent et on est prêt à prendre ce risque. Et quelque part, ça vous engage. Et derrière, effectivement, on est allé chercher French Tech. Donc, nous, c'était Émergence. On a eu 45 000 € de subvention. On a déposé un dossier iLab qui nous a permis d'avoir 280 000 € de subvention. Mais à chaque fois, il faut bien voir que ce n'est que 40% de la somme que vous vous engagez à dépenser. Donc, 40% du risque que vous vous engagez à prendre parce que l'autre partie de l'argent, c'est vous. C'est pas… alors, ça peut être des investisseurs, ça peut être des prêts, ça peut être des clients. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à vous de le fournir. Donc, partage du risque. Puis, pareil pour InnovUp Expérimentation, 100 000 € de la région sur un projet très défini. Et ensuite, une nouvelle levée de fonds pour pouvoir remonter de l'argent au capital, montrer qu'on a une capacité d'investir, ce qui nous a aussi permis d'avoir Innov derrière, donc le PIA. Si je regarde les deux points qui sont les plus intéressants, donc iLab et Innov, et je serai disponible ensuite même après la réunion pour discuter et partager un peu plus en détail cette expérience, on se rend compte de quoi? C'est à chaque fois des dossiers, ils paraissent lourds, ils sont lourds d'ailleurs, ils prennent du temps. On ne fait pas ça en une nuit, il en faut au minimum 3. Et l'idée derrière, c'est de se dire… pourquoi est-ce que je passe du temps là-dessus? Quelque part, vous passez du temps là-dessus parce que même si vous faites aider, par exemple, nous, on ne s'est pas fait aider, mais vous pouvez aussi vous faire aider par des professionnels. Mais ce qui est important, c'est que passer du temps à construire ces dossiers, c'est passer du temps à prendre du recul sur votre projet. C'est passer du temps à être capable de le synthétiser, à se poser les bonnes questions. Et quand bien même vous n'êtes pas pris dans ce genre de programmes qui sont assez sélects, vous n'avez pas perdu votre temps parce que vous vous êtes posé les bonnes questions et peut-être que ça va vous orienter dans votre stratégie. Et donc, c'est pour ça que je vous incite à vous poser ces bonnes questions. Alors, si j'ai 5 conseils à vous donner. Le premier, savoir vulgariser, montrer votre vision et la big picture. J'espère que c'est ce que j'ai fait au tout début de ma présentation. Le second, c'est les rassurer que, notamment dans le 64, que vous n'êtes pas l'avion renifleur que Elf avait acheté. Parce que ça, typiquement, c'est notamment dans l'innovation de rupture, on va souvent vous dire « oui, mais trop beau pour être vrai, est-ce que ça marche ?» Et quelque part, la BPI n'est pas un expert, n'aura pas l'expert géophysique ou l'expert du sous-sol qui va venir expertiser votre solution. Donc, il va falloir lever ce doute technique. Ensuite, donner des assurances sur le fait que vous êtes capable de délivrer. Donc, ça veut dire votre équipe, mais aussi l'écosystème sur lequel vous vous appuyez, pas forcément que votre équipe. Puis ensuite, le scope of work, c'est-à-dire quel est mon projet, pourquoi est-ce que je le fais et quel est le budget d'investissement que je vais investir dans ce projet. Et le dernier point, c'est le partage du risque, c'est montrer que vous avez la capacité d'aller cofinancer ce projet et que ce n'est pas juste j'ai besoin d'une subvention et on verra comment je vais cofinancer la suite. Et puis ensuite, il faut bien voir que la relation que vous allez avoir avec la BPI, donc que ce soit Grégory ou avec la région Audrey, c'est une relation qui s'inscrit dans un continuum de financement. Et donc, on n'est pas là pour faire des coûts. Si vous avez un dossier French Tech que vous déposez, eh bien, lorsque vous déposez iLab, il est important de montrer que vous avez déjà réalisé ce que vous aviez promis dans French Tech. Et lorsque vous déposez iLab, eh bien, il faut se mettre en tête que vous êtes en train de construire un track record qui va être utile à la BPI lorsqu'ils vont analyser d'autres demandes de subvention. Donc, c'est vraiment, voilà,
ne faites pas des coûts, ça ne sera jamais rentable sur le long terme. Pour l'expertise technique, la meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est faites-vous le labelliser par le pôle Avenia. Donc, je ne dis pas ça parce que Thibaut est là, mais je dis ça parce que ça nous a énormément aidé. Je vous l'ai dit, la BPI n'a pas forcément des experts en géophysique. Par contre, le pôle Avenia est capable de faire appel à des experts en géophysique pour expertiser votre solution. Là, vous rentrez dans des détails techniques. Là, vous allez aller vers de la démigration, des choses comme ça. Et les gens en face de vous sont capables de comprendre si vous êtes en train de parler de quelque chose qui n'est techniquement pas fiable, ce qui est plutôt pas mal parce qu'ils vont vous aider à vous rendre compte que vous êtes en train de faire une erreur. Et s'ils vous labellisent, ça veut dire qu'ils disent, voilà, raisonnablement, oui, ça fonctionne. Et ensuite, lorsque vous déposez des dossiers, je vous invite également à demander au pôle Avenia de vous présenter au pôle Avenia votre projet et vous leur demandez, si évidemment ils sont d'accord, de faire une lettre de recommandation. Et ça, c'est pareil. Ça veut dire que votre projet a été présenté au pôle et que des experts des géosciences du sous-sol sont en train de dire à la BPI ou à la région, oui, ce projet, il a du sens. Encore une fois, ce n'est pas à vous de dire que votre projet a du sens, même si vous pouvez le dire, mais vous êtes jugé parti. Alors que le pôle Avenia est là pour arbitrer et pouvoir dire si ça a du sens ou pas de sens. Ensuite, présenter l'équipe. Eh bien, votre équipe, à l'instant T, plus les recrutements que vous devez faire pour réaliser le projet, mais montrer quelque part que vous avez la capacité, avec les recrutements à venir ou avec les investissements à venir, de réaliser ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Et si vous n'en avez pas la capacité en tant qu'équipe vous-même, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de montrer que eh bien, vous avez un board technique, un board stratégique, ou que vous vous appuyez sur tel ou tel consortium ou université pour pouvoir avoir les compétences qui vous manquent et donc construire une crédibilité dans la réalisation de ce que vous faites. Et le reste, bah, c'est très simple. Ça va juste être quoi? Construire un plan qui vous dit, voilà, ça, c'est ce que je veux faire. Donc, automatiser, améliorer, industrialiser mon survey design, voir quels sont les types d'équipements que je peux faire, améliorer la détection automatique des changements, voir avec les clients quels sont les cas d'études. C'est ce qu'on appelle des work packages qui, à chaque fois, ont une finalité et qui vont vous donner un avantage compétitif, concurrentiel, et donc générer en finalité du business. Et donc, à chaque fois, vous avez du temps qui est passé, vous avez des ressources qui sont allouées, vous avez des investissements que vous mettez en face, vous les chiffrez. Donc, dans le cas d'Inov, nous, c'était 850 000 euros. Et ensuite, vous dites, voilà, comment est-ce que je les cofinance? Eh bien, je les cofinance avec une levée de fonds. Donc, dans notre cas, une levée de fonds de 700 000 et avec des revenus. Donc, nos revenus 2019, c'était 220 000 euros. Et donc, c'est comme ça que vous réduisez quelque part le risque qui existe toujours. Il est possible qu'on n'arrive pas à industrialiser parce qu'il y a quelque chose dont on ne s'est pas rendu compte qui va arriver au cours de ces 3 ans d'investissement. Mais ce qui est important, c'est que voilà, vous avez l'équipe pour faire face, vous avez les budgets, vous avez les ressources, et c'est ça qui pour moi font la recette d'une application, enfin donc d'une candidature fructueuse. Même si vous n'êtes pas pris, dites-vous que c'est quelque chose qui va vous aider à trouver d'autres formes de financement, notamment chez des investisseurs, d'avoir fait l'effort de vulgariser votre propos, d'avoir fait l'effort de tout poser, ce qu'on a quand on est entrepreneur dans la tête, et d'avoir mis les ressources en face et les besoins en face. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été concis, mais aussi clair. Super, merci, merci Habib. On va laisser un petit peu de temps aux participants pour poser leurs questions. Grégory nous a de nouveau rejoint également. J'avais une question, Grégory, par rapport à ce concours iLab Innov. Est-ce qu'il y a déjà des dates pour 2021 pour l'ouverture de ce concours et d'une nouvelle promotion? Une date précise, non. Une information précise, oui, c'est que chaque année c'est maintenu. iLab, c'est une volonté de l'État, c'est une poche spéciale, un budget spécial alloué. Donc en général, l'ouverture se fait au printemps, la décision des dossiers se fait été, début automne, et après il y a les lauréats
en fin d'année. Donc il y a une édition par an. Et un départ au printemps. Alors voilà, compte tenu de la crise sanitaire, puisque il y a souvent aussi beaucoup d'événementiel derrière tout ça, hein, et de représentation pour réunir les entreprises, les partenaires et autres autour de la table. On ne connaît pas encore la date et le format, mais il sera bien là. Ok, c'est bon à savoir. Merci beaucoup Habib, merci. Unanime sur le chat, pas de questions particulières. On va laisser encore une minute ou deux. De toute manière, vous aurez les slides. Alors les slides. Moi, j'ai une question pour Grégory. Ouais. Si, mes slides, c'est bon. Okay. Moi, j'ai une question pour Grégory. Est-ce que tu as quelque chose à compléter sur ce que j'ai dit, sur notamment le partage du risque et le track record? Est-ce que tu confirmes que c'est… Parce que bon, nous, on a gagné, certes. Je pense que c'est aussi grâce à ça, mais est-ce que de ton côté, tu confirmes que c'est bien des choses qui sont importantes? Oui, je confirme tout parce que le meilleur exemple que j'ai, c'est des sociétés qui participent à iLab, qui sont finalistes, mais pas, enfin, lauréates, entre guillemets, mais pas financées, hein, puisqu'elles n'ont pas gagné, et qui peuvent quand même revendiquer cette finalisation, cette sélection, cette présélection, et qui derrière leur ouvre tout de même des portes, même si elles n'ont pas eu le financement qui va bien et le petit trophée qui va bien. Donc c'est une belle vitrine, même si en ces temps particuliers, voilà, tout est à compléter avec de la relance et des questions d'urgence. Je l'entends, mais c'est forcément une bonne. Si le projet est approprié et lisible, c'est forcément une bonne vitrine que de participer à Innov ou iLab. Et comme tu l'as très bien dit, oui, c'est quelque chose à faire dans la mesure du possible. Et aussi, je veux rassurer un peu les membres du pôle Avénia sur le fait qu'en France, on a souvent l'impression que le sous-sol, ça colle et c'est pas top parce que c'est associé au pétrole. Nous, on a vraiment joué carte sur table, y compris sur Innov, où il y avait quand même le secrétaire général à la transition énergétique qui était dans notre jury. Donc, il était en visio en face de nous. Et on lui a dit, oui, on fait du pétrole. Et oui, on pense que c'est une démarche écologique. Donc, il ne faut pas hésiter à dire les choses. On n'est pas sur du politique là ou sur de l'émotionnel, on est sur du rationnel, on est sur de l'économique. Et c'est un discours qui, s'il n'est pas très entendable dans l'opinion publique, à partir du moment, évidemment, on le pense et on est sincère, je pense, c'est un discours qui est entendu et nous a pas du tout blacklisté puisqu'on a été lauréat avec lettre du Premier ministre pour nous féliciter. Donc, on est vraiment là-dessus, quoi. On n'est pas sur… faut pas avoir peur de se lancer là-dessus. Alors après, effectivement, si vous dites que vous faites de l'exploration pétrolière en géophysique, là, je pense que ça va être très difficile d'argumenter votre point. Mais voilà, il y a des… Le sous-sol a sa place dans la transition énergétique. Il faut être capable de le vulgariser et de le faire. Et si vous le souhaitez, je pense que Thibaut ou même moi-même, on est prêt à vous aider à présenter, parce que c'est souvent que des questions de présentation, les choses pour faire ressortir ces points-là. Mais voilà, c'est un message d'espoir, parce que tout à l'heure, on a montré que les filières qui étaient soutenues, c'est pas le sous-sol, alors qu'on sait tous que dans le sous-sol, on est aussi sinistré, mais bon, le monde est sinistré en ce moment. Mais voilà, donc il faut jouer aussi avec nos atouts. Ouais. Et que le sous-sol a un rôle à jouer dans cette transition énergétique, un rôle clé. Tu es aussi lauréat, Habib, du CITEF. On peut peut-être aussi en dire un mot. On parle d'aide à l'innovation. Alors là, c'est du financement privé. Ouais. Privé et public, puisqu'en fait… oui, il y a la région aussi chez toi. Le montage que j'ai fait, on a proposé en fait à l'ensemble des acteurs du sous-sol francilien de participer à une expérimentation sur du stockage de gaz, donc à Ben, un site de Storengy, pour dire voilà, notre technologie elle est applicable au stockage de CO2, mais vu qu'en France il n'y a pas encore de stockage de CO2 en activité, la meilleure façon de le démontrer c'est de commencer avec du stockage de gaz.
Donc, et en plus, il y a un marché sur le stockage de gaz. Donc, commençons par le stockage de gaz. Et en fait, le BRGM, CGG, enfin, via la filiale Sercel, l'IFP, Geostock, Storengy, Engie, Technip et Schlumberger ont décidé de participer à ce projet dans le cadre du CITEF, ce qui nous a permis de montrer que beaucoup d'acteurs, presque la quasi-totalité des acteurs du sous-sol, s'étaient associés à ce projet en disant voilà, il est hyper innovant, on a envie de le tester sur des données réelles pour montrer que ça peut marcher. Et donc derrière, quand on dit voilà, tous ces acteurs-là cofinancent ce projet, mais il faut encore en cofinancer la moitié. Et donc je suis allé voir la région en leur disant voilà, ces acteurs sont engagés dans la transition énergétique par ailleurs, et ce projet n'est qu'une une façon visible de le montrer. Ouais. Ils sont engagés dans l'innovation, c'est des grands groupes, ils sont engagés dans ce financement-là. Et la région a été ultra réceptive et ils ont communiqué là-dessus, ils ont voulu, ils ont participé. D'ailleurs, c'est très rare, mais on a eu 100% de subvention. On n'a même pas eu d'avance remboursable. Et je pense que c'est un montage que je vous incite tous à faire avec la région. Donc, c'est vous participez au CITEF et vous dites dans la foulée à la région, voilà, est-ce que vous pouvez venir cofinancer ça à 50%? Et donc, quelque part, là où, on va dire, certaines fois, vous avez tendance à surestimer vos coûts pour essayer de minimiser votre investissement, parce que ce qui est un peu dommage dans le CITEF, c'est que pour une start-up, financer la moitié de l'effort financier, c'est dur. Et même, j'ose le dire, c'est pas forcément fair play. Voilà, vous trouvez, c'est mieux que rien, évidemment, mais vous trouvez quelque part avec ce montage-là le relais juste de dire voilà, la startup, elle apporte son énergie, elle ne fait pas de marge sur, voilà, on est à coût zéro, mais derrière, c'est important d'aller voir ça et de se dire que ce cofinancement, il peut être apporté par la région. Et puis derrière, c'est des belles histoires qu'on écrit pour le sous-sol. Donc ouais, le CITEF, absolument, merci de le mentionner. Et je vois que Philippe a répondu, c'est l'expert du CITEF, ancien expert du CITEF, donc je pense que vous pouvez lui poser toutes les questions possibles. Et il nous a personnellement bien aidé sur ce projet, donc puisque tu es là, merci beaucoup Philippe. Top. Ok, j'ai mis le lien. Ça me permet de rebondir, Thibaut et Habib, sur les co-interventions. Alors là, je reprends une casquette purement financeur et aide d'État. Retenez, quand vous déposez un dossier auprès de la région et de BPI, alors je l'ai pas mentionné dans ma présentation, je suis allé assez vite, mais BPI France Innovation surtout travaille énormément avec l'ADI et la région, parce qu'il y a souvent des sujets, des chassés croisés, et on est souvent au même stade de réflexion des dossiers. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un équivalent subvention brute. Donc ça, c'est la réglementation européenne qui veut éviter en temps normal, hein, là on est toujours en temps de crise, donc beaucoup de choses bougent, mais c'est pour éviter le soutien abusif. Donc retenez en fait que vous ne pourrez pas être subventionné à plus d'une certaine hauteur avec la somme de tous les dispositifs que vous pourrez soumettre. Donc, si vous avez besoin de 500 000 euros et que déjà dans vos têtes, vous vous dites, je vais avoir 250 BPI, 250 régions pour la même assiette de dépenses, retenez que ce sera pas possible de par le format de votre entreprise, le nombre de salariés. Il y a une réflexion à avoir sur le maximum que la loi européenne autorise. Et voilà, je préfère souvent le rappeler parce que dans des super projets où nous, on aimerait pouvoir faire plus. Parfois, la réglementation dit c'est 35, 40 ou 45% d'incitation, hein, on parle d'incitation et d'intensité maximale. Ça peut donner la douche froide aussi, parce qu'il faut aller chercher les 50, 55, 60% manquants. Pensez-y quand vous déposez un dossier. Là, je parle pour les aides nominales, le plan de relance étant un plan à part de tout ça, pour l'aparté. Très bien, tu fais bien de préciser. Ouais. On arrive à la fin. Encore un grand merci à vous deux, à Audrey. C'était vraiment super intéressant et ta présentation, Habib, était inspirante, si je reprends le terme que je viens de lire sur le chat là.
Donc, c'était bien d'avoir un témoignage aussi d'une start-up. Merci au pôle Avenia, merci Habib et merci à tous ceux qui étaient là pour N'hésitez écouter. pas. Si vous avez des questions qui vous viennent après, allez relayer. On les transmettra et vous aurez les slides. Voilà. Un grand merci à tous. À bientôt. Merci, À au très revoir. bientôt. Bonne journée. Merci à Audrey.